Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Florian Philippot, numéro 2 du Front National, vice-président du Front National. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Le gouvernement a décidé de raboter le quotient familial. En principe, cette mesure ne devrait toucher que les ménages les plus aisés. On ne touche pas, dit le gouvernement, à l'universalité des allocations familiales. Est-ce que pour vous, c'est une mesure opportune et juste ? Non, ce n'est pas une mesure opportune et juste parce que tout ce qui aujourd'hui attaque la famille est une mauvaise chose. Ne serait-ce que pour un principe assez simple, c'est que pour le financement des retraites à long terme, nous avons besoin d'une natalité et d'une démographie vigoureuse. Il faut donc au contraire aider les familles. Après, sur la technique... On a 2 milliards de déficit. Oui, je sais, on a 2 milliards d'euros de déficit, mais on a des déficits partout. Je veux dire, ça fuit de toutes parts, de toute façon, puisqu'on est en situation de récession. Donc il est absolument normal dans cette situation économique, dans ce contexte-là, qu'il y ait des déficits partout, dans tous les budgets économiques, sociaux des comptes de la nation. La technique qui est employée est toujours la même, c'est-à-dire que c'est une gestion de la pénurie. Alors que ce soit d'ailleurs l'UMP ou le Parti Socialiste, on voit des fuites partout, on essaie de les boucher, que ce soit les retraites, que ce soit les comptes de la politique familiale, que ce soit le budget de l'État, etc., etc. Et donc on s'en prend toujours évidemment aux mêmes, aux retraités, aux fonctionnaires, maintenant aux familles, aux salariés, aux PME. Tout le monde va y passer et tout le monde y passe. Ça n'est pas la bonne technique, ça n'est pas la bonne philosophie. Il faut sortir d'une politique fondée simplement sur la gestion de la pénurie et il faut aller vers une politique qui relance la machine, qui remet du carburant dans la machine, qui relance la croissance et l'emploi. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Que ce soit pour le problème des retraites, pour le problème des comptes de la famille, pour le problème du budget de l'État, que de relancer la croissance. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, ce sera toujours une course au moins-disant social parce qu'on essaiera simplement de boucher les trous. C'est ce que veut Bruxelles et on obéit comme d'habitude. Mais c'est très injuste et c'est très inefficace. Ça ne sert strictement à rien. D'autres déficits viendront. Il faut relancer la machine et pour cela, il faut changer de politique économique. D'accord, mais en attendant, il faut bien boucher les trous, colmater les fuites, pour reprendre votre expression. Oui, oui. Après tout, une famille qui touche chaque mois 5 000 à 7 000 euros, peut-être qu'elle a moins besoin de ces allocations familiales qu'une famille modeste. Le problème, c'est qu'on nous vend ça, hein, c'est dans le packaging du gouvernement, on nous dit que c'est une mesure de justice sociale parce que ça ne frappera que les très riches. Sauf que ça n'est pas vrai. Ça frappera une partie de la classe moyenne. 12% normalement des familles sont concernées. Oui, c'est l'évaluation du gouvernement. Moi, j'ai vu une évaluation d'un de vos confrères sur LCI, pour ne pas les nommer, qui disait plutôt 20%. Donc déjà, qui croire ? Ça concerne une partie de la classe moyenne. Ce n'est pas la première baisse du quotient familial. Il avait déjà été ramené de 2 336 à 2 000 euros le 1er janvier dernier. Et donc, tout laisse penser que ça continuera. Et plus ça continuera, plus on baissera le montant du quotient, plus on baissera à terme les allocations familiales, plus évidemment, ça touchera une partie majeure de la classe moyenne, puis des classes populaires. Parce que l'engrenage de l'austérité est toujours le même. Ça fonctionne par étapes. On s'en prend d'abord à une partie des classes moyennes, puis au reste, puis aux classes populaires, et au final, tout le monde est touché. Vous savez, ils font un peu le même coup là en ce moment sur les retraités en nous disant on va passer le taux de CSG des retraités sur le taux des actifs. On va l'aligner sur le taux des actifs, mais ça touchera que les retraités les plus aisés. Enfin, moi, j'ai lu concrètement ce qu'il y avait dans le rapport. Ce qu'ils appellent les retraités les plus aisés, ce sont ceux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire 50% des retraités. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut appeler les plus riches. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. On ne vous entend pas sur le discours qui consisterait à dire favoriser les familles, c'est en fait favoriser la natalité étrangère. Et donc, il faut revenir, en réalité, parce que ce sont elles qui ont beaucoup d'enfants. Là, on ne vous entend pas sur ce discours-là, qui a été tenu à une certaine époque. Je ne sais pas si vous amégamez dans ce que vous appelez étrangers, les Français d'origine étrangère et les étrangers. Ce n'est pas notre propos à nous. Nous faisons bien la distinction entre Français et étrangers. Vous connaissez notre proposition qui, elle, relève de la justice sociale, pour le coup, et du bon sens, d'une politique familiale. C'est de réserver les allocations familiales aux familles qui comptent au moins un parent français. Voilà. C'est ce qu'on appelle la priorité nationale. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, ça existe dans d'autres pays. Mais vous ne le sortez pas en premier, ça. Vous ne le sortez pas en premier comme argument.
Le Front est beaucoup identifié sur ces questions-là. Je veux dire, je le rappelle, je le répète, mais vous savez, les gens le savent. Ça fait partie de la dédiabolisation. Mais en même temps, j'explique, non, parce qu'il n'y a rien de diabolisable là-dedans, mais j'explique en même temps le raisonnement. C'est-à-dire que je dois déminer beaucoup de choses, parce que le gouvernement communique sur de la justice sociale, on nous explique que c'est un coup et pas deux, alors que ce sera 2, puis 3, puis 4, et on nous explique que, évidemment, on n'avait pas le choix, qu'il fallait faire comme ça. Moi, j'explique qu'il y a plein d'autres possibilités, et surtout, je remets en cause la philosophie globale, qui est partagée, encore une fois, par l'UMP et le Parti socialiste, parce que je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui avait désindexé les allocations familiales de la hausse des prix. C'était sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Donc on voit bien qu'il y a ces matchs nuls, un partout, malheureusement, contre les familles, pour l'UMP et le Parti socialiste. Et cette proposition-là, vous l'avez chiffrée, cette proposition-là ? Il consiste à réserver les allocations familiales. Oui, on a présenté, on est les seuls à avoir présenté un projet présidentiel intégralement chiffré. Les journalistes d'ailleurs s'en souviennent, puisque c'est une conférence qui avait duré plus de 2 heures. Et nous avons effectivement chiffré ces mesures qui permettent de rétablir l'équilibre à court terme, mais ce n'est pas la solution à court terme, ce n'est pas la solution à long terme. La seule solution à long terme, c'est de relancer la croissance et l'emploi, comme pour les retraites d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution en réalité. Une économie de la pénurie, ça ne fonctionne pas. Et comment ça pourrait fonctionner, je reviens à votre proposition, dans la mesure où ces enfants sont nés pour la plupart sur le sol français, donc le droit du sol, ils sont français a priori. Comment vous allez pouvoir interdire à ces parents de toucher des allocations familiales? Non, mais nous, on regarde les parents, ce n'est pas les enfants, on regarde les parents. Il faut qu'il y ait le critère au moins un parent français. Vous avez vu le récent arrêt de la Cour de cassation pour les enfants d'Algériens, c'est moi qui vous en parle. Oui. J'allais vous en parler. Et oui, et on voit bien la difficulté. Mais oui, mais que fait la Cour de cassation dans cet arrêt? Vous avez raison d'en parler, du 5 avril dernier. Elle ne fait qu'appliquer des accords passés entre l'Union européenne et l'Algérie d'une part et l'Union européenne et la Turquie d'autre part, qui nous disent que, et on n'est pas dans le cas de figure que je vous signale, on va beaucoup plus loin, qui nous disent qu'on ne peut pas demander à ce que des documents qui prouvent l'entrée légale des enfants étrangers qui rentrent en France, on ne peut pas demander ces documents pour verser les allocations familiales. Elles doivent être versées a priori, sans document, parce que sinon c'est une discrimination. Mais ça, c'était contenu dans l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie, l'Union européenne et la Turquie. Ça ouvre la porte à beaucoup de dérives. Ça ouvre la porte à une extension du versement des allocations familiales. Ça ouvre même la porte au financement par les allocations familiales de la polygamie. C'est même pas nous qui l'avons dit, ce sont vos confrères. C'est pas tout à fait exact, parce que s'il y a polygamie, il n'y a plus d'allocation familiale. Sauf si vous n'êtes pas en mesure de le vérifier. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sera plus en mesure de le vérifier. Mais la polygamie est interdite en France. S'il y a polygamie, il n'y a pas d'allocation familiale. Elle est interdite sur le principe, avec ça. Mais un principe, c'est gentil si on se donne les moyens de le vérifier. Si on ne se donne plus les moyens de le vérifier, alors le principe n'existe plus. Question de Laurent de Boissieu. Je ne parle plus du tout de la question de l'arrêt, mais de la remarque de Jean-Michel Billier. Ces enfants-là, en effet, nés sur le territoire français, la plupart, voire quasi-totalité, ensuite seront français. Vous pouvez me parler du problème des retraites. Donc pourquoi réserver je mets de côté la question des polygames éventuels et des enfants qui seraient nés à l'étranger. Mais ces enfants nés en France, ils seront français. Ils seront français. Les allocations familiales, ça commence pas à 18 ans. Ils participeront également à la vie économique de la nation, ils participeront au financement des retraites, etc. De toute façon, je vais vous dire, si on arrive au pouvoir, il y aura des situations acquises. Et vous remettrez toujours le droit du sol en cause? Oui, tout à fait. Nous remettrons en cause le droit du sol, bien sûr. Il y aura des situations acquises, mais il est certain qu'ils ne sont pas tout de suite français quand ils naissent de parents étrangers. Le droit de la nationalité fait qu'ils ne sont pas français tout de suite, ils le deviennent plus tard. Une question de Romain Mazneau pour RCF. Toujours à propos de politique familiale, le premier mariage homosexuel a été célébré la semaine dernière à Montpellier. Sur cette question, le FN a paru un peu embarrassé. Vous-même, pas plus que Marine Le Pen, n'avez appelé à manifester. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez estimé que le combat sur le terrain des valeurs morales n'était pas prioritaire pour le FN? Ou est-ce qu'il y a un lobby gay au Front National? Bon, ça, je laisse ce genre de remarques. Ça a été dit. Donc, oui, ça a été dit par Minute. Non, il faut dire les sources. Ça a été dit par Minute, qui est un journal d'extrême droite. Enfin, apparemment, aujourd'hui, repris en main par M. Buisson et la droite forte, si j'ai bien compris. La question du mariage homosexuel... L'extrême droite est à l'UMP, alors. Moi, je ne comprends plus rien, là. Je constate que ce journal-là n'a rien à voir avec le Front National, qu'il tire à boulet rouge en permanence sur le Front National et sur Marine Le Pen, et qu'il est plutôt gentil avec M. Guénaud, avec... il était proche au moment du congrès du FN, il était plutôt proche, il soutenait Bruno Gollnisch face à Marine Le Pen. Certes, c'est pas la mouvance Marine Le Pen, mais c'est une partie du FN tout de même. Il vous aura pas échappé que c'est Marine Le Pen qui a été élue présidente. Certes, mais c'est tout de même une partie du FN. Alors, revenons à la mobilisation. Il n'y a pas d'ambiguïté, ils adorent certaines personnes de l'UMP, ils n'aiment pas beaucoup le Front National. Alors, un peu d'ordre.
Florian Philippot, on revient à la mobilisation sur le mariage Alors, pour tous. oui, non, mais écoutez, sur cette histoire-là, on a un peu confondu, tout le monde, les observateurs, le fond et la forme. Je veux dire, nous, sur le fond, on est le seul parti quasiment à être unanime, en tout cas infiniment plus que l'UMP, dont on ne comprend strictement plus rien à leur position. Nous avons voté en bureau politique le fait que nous étions opposés au mariage et à l'adoption par les couples homosexuels. Ça a été voté à l'unanimité, de manière très claire et très rapide. Personne en France n'imagine que le Front National est favorable à cette mesure. Et nous avons dit que si nous revenons au pouvoir, nous la remplacerions par un Pax amélioré. Donc les choses sont claires. Signé en mairie, c'est une question qui est clé. Un Pax amélioré, c'est-à-dire est-ce que Un Pax dans les mêmes modalités qu'aujourd'hui, mais qui règle certains problèmes pratiques qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte par le Pax. Institutionnalisé en mairie ou bien toujours un contrat actuellement devant le tribunal? Strictement la même chose qu'aujourd'hui du point de vue du formalisme. Donc pas en mairie. Et les manifestations, c'était pas la bonne manière de s'exprimer? La manifestation, c'est une manifestation citoyenne, associative. Je veux dire, il n'y a rien de pire que de vouloir faire de la récupération politicienne. Nous, on a eu un principe assez clair qui, à mon avis, vaut pour cette manifestation et pourrait valoir demain pour des manifestations sur les retraites ou je ne sais quoi, la liberté. On laisse la liberté à nos adhérents, à nos cadres, à nos élus d'y aller ou de ne pas y aller. Certains ont fait le choix d'y aller, d'autres, comme Marine Le Pen et moi-même, de ne pas y aller. Parce que nous avons considéré en même temps, et je crois que tout le monde nous a donné raison depuis, que passer des mois sur les sujets sociétaux, c'était évidemment une manœuvre du gouvernement pour éviter de parler du reste, parce qu'il vaut mieux parler de cela, se donner des airs de courageux et de gauche, entre guillemets, pour ne pas parler de Florange, pour ne pas parler du saccage des retraites voulu par Bruxelles, pour ne pas parler de l'incapacité à régler le problème du chômage de masse, pour ne pas parler des problèmes d'insécurité, des violences qu'on a vues au Trocadéro, qu'on a vues à nombreuses reprises dans des villes de France avec des émeutes urbaines qui continuent. Évidemment, et l'UMP a sauté dessus, croyant pouvoir faire de la récupération politicienne. Ils se sont pris les pieds dans le tapis parce qu'ils ont été avec leurs gros sabots et c'était grossier. Et évidemment, ils ont voulu sauter aussi sur l'occasion pour masquer la collusion avec le Parti socialiste et le gouvernement sur tous les autres sujets. Je pense que maintenant, tout le monde l'aura compris. Un jeune étudiant de Sciences Po a été mortellement agressé hier soir à la gare Saint-Lazare. Est-ce que, d'après vous, suite à toutes ces manifestations autour du mariage pour tous, il y a une espèce de crispation de la société française et une résurgence de ces mouvements d'extrême droite? Non, je crois que vouloir faire des liens très hasardeux, tirés par les cheveux et même assez durs pour les gens qui sont allés manifester, qui étaient quand même des centaines de milliers ou des millions, n'est pas correct. Je veux dire, n'est pas moralement correct. On a constaté une augmentation des agressions, notamment contre les homosexuels. Mais si vous voulez, ce drame que vous évoquez sur ce jeune étudiant est absolument dramatique et condamné par toute la classe politique, évidemment. Y compris par vous-même. Y compris par nous-mêmes, bien sûr. Et il faut évidemment retrouver le plus vite possible les personnes, les coupables présumés. Et il faut que la justice passe. Mais je ne crois pas qu'il faille faire de lien entre des événements de masse, un débat politique et une agression lâche et extrêmement violente. Est-ce que vous craignez que certains fassent le lien aussi avec le FN, comme Laurent ça a été fait Boissieu. par le passé lorsqu'il y a eu des affaires dramatiques? L'annonce de ce drame était faite qu'une minute après. Certains l'ont fait, bien sûr. Des militants politiques l'ont fait. Ils ont voulu créer cet amalgame absolument scandaleux. Absolument scandaleux. Mais les Français sont plus dupes de tout ça parce que je veux dire, ça fait plusieurs années qu'on essaie de leur faire le coup, de vouloir mettre Marine Le Pen partout, de vouloir mettre le Front National partout, de lui donner une responsabilité qu'il n'a pas. Mais les Français connaissent ce genre de technique et n'aiment pas du tout cela. Vous n'avez aucun lien si c'est confirmé avec les jeunesses nationalistes révolutionnaires, strictement, avec Troisième Voie. Strictement. Et le fait que le directeur de publication du journal Troisième Voie était présent au défilé du FN le 1er mai dernier, ça vous... Oui, enfin, moi, personnellement, je ne sais même pas qui c'est, vous voyez. Vous me parlez de quelqu'un, je ne sais même pas qui c'est, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et voilà, après, si vous voulez, il était peut-être aussi à la Manif pour tous, d'après ce que j'ai compris. Ça n'engage pas la responsabilité des organisateurs de tel ou tel défilé. Et bien évidemment, si tant est que ça engage sa propre responsabilité, d'ailleurs, ce qui s'est passé, vous voyez, les choses sont compliquées. Voilà, ce genre de petite manipulation qui peut-être viendra, je ne sais pas, pour l'instant ça n'a pas l'air totalement de prendre, n'est pas digne. Vouloir récupérer tout de suite un mort, parce que c'est ce qui s'est passé, une agression aussi violente, c'est assez lâche et scandaleux. Question de Romain Mazenot pour RCF. S'il s'avère que les jeunes nationalistes révolutionnaires sont derrière, enfin en tout cas que l'auteur de cet acte appartient aux jeunes nationalistes révolutionnaires, est-ce qu'il faut interdire ce groupuscule ?
Moi, je veux le respect de l'état de droit. C'est-à-dire qu'il y a un principe de responsabilité individuelle en France. Par contre, si on démontre que dans l'enquête, c'est l'enquête qui le dira, qu'il y a une responsabilité collective parce que ce groupuscule aurait appelé à la violence, aurait lancé des menaces, aurait incité à ce genre d'actes, alors oui, évidemment, il faut appliquer la loi de la République de la manière la plus ferme possible et faire une dissolution s'il faut faire une dissolution. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous vous joindrez à des manifestations de protestation qui s'organisent après cet acte ignoble, si toute la classe politique se retrouve de Mélenchon ou d'autres, si toute la classe politique se retrouve pour marquer sa désapprobation, sa condamnation, vous irez? Je veux dire, pourquoi pas, mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que je ne vais pas me retrouver dans une manifestation de Mélenchon, si vous voulez. Ne serait-ce que pour ma sécurité physique, pour le coup. Parce que, bon, vous connaissez aussi les oiseaux qui sont là-bas. Merci Florent Philippot. On marque notre première pause et on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Florian Philippot, numéro 2 du Front National. Pour vous interroger cette semaine, Romain Mazenot pour RCF, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Laurent de Boissieu du journal La Croix qui vous pose la première question de cette deuxième partie. Marine Le Pen a obtenu 18% des suffrages exprimés à la dernière présidentielle, ce qui est beaucoup. Mais remporter une élection, puisque vous avez l'ambition de conquérir le pouvoir, c'est 51% ou 50,01% des suffrages exprimés. Comment vous pouvez gagner en étant isolé, c'est-à-dire sans avoir d'alliance? Et pouvez-vous avoir des alliances, sachant que sur les questions économiques et sociales, vous serez à la gauche de la gauche, si on veut, pas très loin de finalement Mélenchon. Et sur les questions régaliennes, vous êtes au contraire plutôt proche des secteurs très à droite de l'UMP. Comment vous pouvez remporter 50,1% des suffrages exprimés? Oui, Marine Le Pen a fait 18% à la présidentielle. Depuis, je vois que d'après les sondages qu'on a, elle progresse. Elle serait plutôt aux alentours de 23% aujourd'hui. Le sondage sur les européennes nous met à 21% en tête ex aequo avec l'UMP et le Parti socialiste, alors que c'est une élection souvent difficile pour nous. Oui, la grosse différence par rapport à il y a quelques années pour le Front National et pour le Rassemblement Bleu Marine, c'est que nous progressons très sensiblement quand il y a deux tours, entre les deux tours d'une élection. On l'a vu déjà au cantonal en 2011, ça a été encore plus fort aux législatives en 2012, puisqu'en moyenne, on progressait de 16 points entre les deux tours. Et ça a été massif dans les dernières partielles, notamment dans l'Oise, où on est passé de 26% au premier tour à près de 49% au second tour. Donc vous voyez, on n'est pas très loin des 50%. Dans l'Oise, c'était la législative partielle de Mancel. Oui, on prend partout, c'est normal parce qu'on a une cohérence de notre projet chez tous les patriotes. Et des patriotes, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a aussi qui ne se reconnaissent plus déjà dans ce vieux clivage qui me semble, moi, totalement dépassé depuis longtemps. Et bien évidemment, nous avons vocation à rassembler les patriotes. Le rassemblement, il se fera là. Alors après, qu'il y ait quelques personnalités politiques qui portent ce message aussi. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que des gens qui portent un message patriote, national, à l'UMP ou au Parti socialiste, je parle parmi les têtes d'affiche, je ne parle pas au niveau local, il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Ils sont tous européistes, ils sont tous favorables à cette mondialisation sauvage et ils sont tous pour l'immigration massive. Donc ça, ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Par contre, il existe par exemple Nicolas Dupont-Aignan, qui ne pèse pas grand-chose, mais qui est là, et nous avons tendu la main. S'il veut rejoindre le Rassemblement Bleu Marine, il est parfaitement le bienvenu. Il y en a quelques autres, et il y en a surtout sur le terrain. Moi, je crois qu'il y a le Rassemblement des Patriotes qui partira probablement plutôt du terrain. Du côté de Buisson ou de Guillaume Pelletier Ah non. Non, ce n'est pas des politiques, ça. Ce sont des marketeurs, ce sont des communicants. Il ne faut pas de la politique. Ils sont dans une insincérité totale. Ils sont là justement pour essayer de capter un vote patriote et le maintenir à l'UMP dans un parti qui fait une politique totalement inverse à ce qu'ils disent. Parce que M. Buisson, il est gentil, mais Nicolas Sarkozy au pouvoir, il a fait l'immigration massive, il n'a pas du tout remis en cause l'Europe fédérale, au contraire, et il n'a pas remis en cause le sentiment qu'il y a une évaporation de l'autorité dans le pays, de l'école jusqu'à la banque. Laurent de Boissieu. Vous voulez rassembler les patriotes, certes, sur les questions notamment européennes et mondialisation, certainement, mais on peut être patriote et ne pas accepter la préférence nationale. On peut être patriote et ne pas vouloir un référendum sur l'établissement de la peine de mort. On peut être patriote et ne pas vouloir remettre en cause un remboursement de l'IVG en partie. Donc, vous voulez lancer les patriotes et en même temps, vous avez des points de programme qui ne peuvent pas satisfaire l'ensemble des patriotes. Oui, donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là dans votre démarche? Dans tous les gens qui adhèrent, je dis même pas physiquement, mais qui adhèrent aux idées en tant qu'électeurs d'un parti politique, ne sont jamais à 100% d'accord avec toutes les idées.
Je veux dire, certains chez nous viennent et ils ne sont pas d'accord à 100% avec ce qu'on dit ou ce qu'on propose. Pour certains, ce sera la priorité nationale. Pour d'autres, ce sera des questions plus économiques. Pour d'autres, des questions plus régaliennes. Peu importe. Je veux dire, l'idée, c'est quand même la cohérence globale du projet. Si aujourd'hui, vous êtes attaché à la France, à sa souveraineté, à l'autorité de l'État dans tous les domaines, je l'ai dit encore une fois, de l'école à la rue, en passant par la banque et la grande surface, eh bien, excusez-moi, vous ne trouverez pas ce projet-là à l'UMP, au Parti socialiste et parmi leurs partis satellites, Front de gauche, Modem, UDI, etc. Vous ne trouverez cette offre politique, ce projet cohérent de redressement national qu'au Front national et qu'au Rassemblement bleu marine, parce que j'ai oublié de vous parler du Rassemblement bleu marine, mais c'est un signal politique très fort de rassemblement des patriotes. C'est aussi un signal politique que ces personnes-là ne veuillent pas adhérer au FN et veuillent soutenir Marine Le Pen peut-être, mais ne pas adhérer au FN. Ce qui prouve que le FN a tout de même, ils ont des raisons certainement de ne pas adhérer au FN, a tout de même un passé qui explique aussi le fait qu'on ait parlé de diabolisation. C'est une remarque de Laurent de Boissieu. Sauf que vous remarquez depuis quelque temps, et ça dure, et ça s'amplifie, que le Front National fait beaucoup d'adhésions. Lui-même, le Rassemblement bleu marine en fait, mais le Front National aussi en fait énormément. À tel point qu'en mai 2013, on a fait plus d'adhésions qu'en mai 2012. Ce qui est tout de même extraordinaire. En mai 2012, on était encore en pleine campagne électorale présidentielle ou législative. Ce qui prouve qu'on est dans une grande dynamique. Voilà, c'est l'objectif. Alors certains s'y retrouveront plus au Rassemblement bleu marine, d'autres au Front National. Je veux dire, peu importe. Nous, on ne sonde pas les motivations, on ne sonde pas les cœurs et les reins. On regarde simplement la volonté de ces gens-là, la sincérité de ces gens-là à œuvrer avec nous pour le redressement national. Question de Romain Mazneau pour RCF. Vous annoncez, vous promettez un raz-de-marée du Front National au municipal. Qu'est-ce qui vous fait espérer cela? Ces élections ont été souvent difficiles pour vous par le passé. Est-ce que c'est la crise qui perdure à l'UMP? Est-ce que c'est la désillusion des électeurs socialistes par rapport à François Hollande? Qu'est-ce qui vous permet d'être si optimiste? C'est d'abord notre travail à nous. Voilà. Parce que moi, on me dit souvent, le front va progresser parce qu'il y a la crise, parce que la situation est compliquée, etc. Oui, elle est compliquée parce que ceux qui sont au pouvoir depuis des années sont particulièrement nuls. Mais c'est d'abord notre travail à nous. Et sur les municipales, on a fait un gros travail d'implantation locale, on a fait un gros travail de crédibilisation, on a fait un gros travail de professionnalisation et tout cela paye. Et tout cela paye parce qu'on a été en capacité aussi de mettre la lumière sur tous les pans du projet du Front National. Avant, on nous connaissait essentiellement sur l'immigration et l'insécurité, il faut le dire. Maintenant, on nous connaît aussi sur nos positions économiques et sociales, on nous connaît sur l'Europe, on nous connaît sur l'école. Il y a même un collectif d'enseignants qui s'est créé, qui a diffusé une tribune dans le Figaro, reprise sur Internet, pour appeler au redressement de l'école de la République. Ce qui prouve qu'on a réussi à élargir les thèmes, à nous faire connaître tels que nous sommes. Eh bien, ce travail-là sera récompensé lors des élections municipales et lors des élections européennes qui suivront. Parce que les Français veulent que ça change. Et ça changera déjà au niveau de leur municipalité. Alors on ne bouleversera pas la France avec des communes, il ne faut pas leur mentir. Les compétences de la commune sont limitées et on les respectera bien évidemment. Mais on pourra déjà apporter un petit mieux. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. On voit bien que vous essayez de couper le cordon sanitaire qui vous sépare du reste de la classe politique, mais est-ce que vous pouvez gagner seul contre tous? Parce qu'à cette question-là, quand même... dans une élection de tour, je reviens sur la question de Laurent Boissieu. Cette question-là, quand même. Dans un système d'élection à 2 tours, il faut faire alliance au second tour. Il n'y a pas de... C'est le même problème pour vous et pour le Modem au centre. Moi, sans alliance, peu d'élus. Enfin, le centre qui... Et ça a été historiquement le problème du Parti socialiste autrefois. Un coup avec l'un, un coup avec l'autre, ça ne lui pose aucun problème. Son seul but, c'est lui d'être ministre. C'est pas notre... Si on était dans cette démarche-là, si la seule obsession de Marine Le Pen, je ne dis pas en se rasant bien sûr, mais le matin, c'était d'être ministre, ce serait assez facile. Ou moi, si je voulais être ministre ou je ne sais quoi, ou député très facilement, ça ne serait pas très compliqué. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous, on est dans la sincérité de l'engagement et dans les convictions. Mais je repose la question. Mais oui, mais vous voulez faire alliance avec qui? Avec le Parti Socialiste, avec l'UDI ou le Modem ne veulent pas faire d'alliance avec vous. Comment faites-vous? En faire avec eux. Et vous ne voulez pas faire d'alliance avec eux. Comment faites-vous pour remporter une élection, quelle qu'elle soit, législative, présidentielle? On la remportera avec les gens de chez eux et d'ailleurs qui quitteront leur mouvement. Des élus notamment et des élus locaux. Et ça commence. On a 1000 exemples à vous citer. On a fait un petit travail sur les têtes de liste au municipal, puisqu'on parlait des municipales, sur les têtes de liste déjà investies par le Front. Il y en a une vingtaine qui viennent de l'UMP, Modem, Debout la République et même de chez Villepin, je crois, République Solidaire. Et il y en a une quinzaine qui viennent du Parti Socialiste, de LONPA et du Front de Gauche pour une deuxième de liste à Marseille. Elle était ancienne candidate aux législatives au Front de Gauche. Vous voyez, ça se fait. Il y a un mercato des électeurs en ce moment, c'est ça. Hein, Louis Dauphren. Entre le FN et l'UMP, c'est comme entre le Real Madrid et le PSG pour les entraîneurs. Il y a un mercato aujourd'hui. Non, ça ne marche pas comme ça, la politique. L'UMP aujourd'hui, moi, vous parliez de cordon tout à l'heure.
Il n'y a pas de cordon sanitaire autour du Front National, c'est terminé. Il n'y a même plus de pseudo-front républicain parce que ces gens-là ont démontré qu'ils étaient simplement dans la collusion pour garder le poste et qu'ils n'étaient pas républicains. Parce que faire annuler un référendum comme ils l'ont fait sur la Constitution européenne, main dans la main, UMP, PS et Centre, c'est l'inverse de la République. Faire la discrimination positive, c'est l'inverse de l'égalité Il n'y a républicaine. plus d'ostracisme à votre endroit aujourd'hui? Non. Vous estimez que Je vais vous dire, vous moi, êtes normalisé? Vous êtes j'ai déjà normalisé. dit, la dédiabolisation, c'était l'étape d'avant. C'est fait. Maintenant, vous parlez avec vos collègues, vos amis, votre famille, vous votez Front, vous votez Bleu Marine, vous votez Marine Le Pen. Eh bien, ça se dit très facilement et tant mieux. C'est normal. On est dans l'étape d'après. L'étape d'après, c'est la préparation de l'accession au pouvoir pour changer les choses, encore une fois. C'est bien Mais notre vous n'êtes pas un objectif. parti de gouvernement aujourd'hui. Mais si, nous sommes un parti de gouvernement. Qu'est-ce qu'il prouve? Louis Dauphren. Bientôt, on en aura la preuve grandeur nature. vous Des verrez. équipes Oui, il y a des équipes personnalités nombreuses, il y a des gens de grands talents qu'on ne voit pas forcément sur tous les plateaux de télévision, parce que vous savez comment ça marche. Hein. Tant que vous n'avez pas été député ou ministre, on ne vous invite pas à la télévision. Malheureusement, c'est comme ça, mais il y a des gens de grands talents. Vous parlez tout à l'heure de cordon, je voulais rebondir là-dessus. Je ne connais qu'un seul cordon, c'est le cordon ombilical entre tous ces partis-là et Bruxelles et les banques. Il faut dire la vérité. Ces gens-là, ils sont intimement liés, UMP, PS, UDI, Modem, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont vidé la politique de son sens. Il n'y a plus aujourd'hui de volontarisme en politique parce qu'il n'y a plus de légitimité du pouvoir, parce que ces pouvoirs-là ont été aspirés, et c'est eux qui l'ont voulu, par des autorités non élues supranationales, soumises à tous les lobbies, notamment les lobbies financiers et bancaires. Voilà le problème. C'est ça que nous voulons changer. On veut rétablir l'autorité de l'État, notamment face à cette dérive de la finance. Romain Mazenot pour RCF. Pour revenir sur les municipales, Nathalie Kosciusko-Morizet a été désignée élue candidate aux municipales à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Buisson qui dit qu'elle est la meilleure pour perdre la bataille de Paris? Est-ce que le FN a une carte à jouer oui. face à elle? Elle est sûrement, en tout cas, pas la meilleure pour gagner, pour son camp. Ça, c'est une évidence. C'est un profil bobo de son style. Je veux dire, il y a déjà Anne Hidalgo, il y en aura d'autres chez les Verts, Front de gauche. Il va y avoir une saturation de profils bobo dans cette élection parisienne. Et Valrand de Saint-Just, qui est un homme de grand talent, un avocat de grand talent, et qui connaît extrêmement bien Paris, va créer la vraie surprise de cette élection parisienne. Et il sera probablement au-dessus des 10%. C'est votre objectif, ça? Oui, c'est notre objectif. Et je peux vous dire que, alors que Marine a fait 6,3% à Paris à la présidentielle, qu'on est en baisse structurelle et tendancielle dans cette ville pour des raisons sociologiques depuis 15 ou 20 ans. Parce qu'il y a des bobos. Non, mais parce que, oui, mais même les bobos, je ne désespère pas de les convaincre. 6,20 elle a fait Des Marine bobos Le Pen bleu à marine. Paris. Comment vous expliquez Et que donc, ils ne seront Alors, plus bobos quand ils Mais seront c'est bleu marine. intéressant ce que vous dites. Parce Ils que remettront les pieds sur terre. dans toutes les grandes villes, comment expliquez-vous que dans toutes les grandes villes, vous fassiez des scores inférieurs à 10%? C'est pas tout à fait vrai, parce qu'à Marseille, Alors, on est sauf, très évidemment, à dans le- Metz, à Nice, Ça, c'est à votre terre Nîmes. d'élection. Mais, Il y a beaucoup de villes, de grandes villes où on est encore très bien positionné. oui, mais si on prend les grandes Oui, il y a villes de eu une l'Ouest, baisse, c'est etc. vrai. C'est vrai, Nantes, Rennes, Lille, Paris, etc. En fait, il y a eu votre une baisse. électorat, ce que je veux dire, c'est que votre électorat, il est de plus en plus suburbain. Vous parliez de l'Oise tout à l'heure, c'était Mais très si vous voulez, intéressant. du fait du prix de l'immobilier déjà, il faut dire les choses très clairement, dans les grandes villes ont été accaparées par les classes supérieures. Bon, et les classes supérieures, aujourd'hui, on le sait très bien, c'est pas un secret de Polichinelle, c'est un secret de Polichinelle, les classes supérieures ne votent pas beaucoup pour le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine parce qu'elles s'estiment probablement gagnants du modèle de la mondialisation sauvage. Sûrement à tort pour une partie d'entre elles parce que les dégâts de cette politique commencent à rattraper toutes les classes de la population, toutes les couches de la population. Il n'y a plus simplement les chômeurs, les ouvriers, les employés, les fonctionnaires. De plus en plus, il y a aussi les cadres. Et donc je pense que ce qui va expliquer un retournement dans ces grandes villes, c'est que des catégories de la population qui croyaient être les grandes gagnantes de la politique de l'UMP et du PS, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les retraités, sont en train de se rendre compte qu'elles se sont fait avoir également et qu'il faut un projet national patriote, qui n'est pas le repli sur soi du tout, mais qui est un projet de réarmement de notre pays face à tous les problèmes de la mondialisation sauvage, que ça passe par des frontières économiques, financières, migratoires, que ça passe par la mise en place d'un État stratège qui fasse du patriotisme économique, que ça passe par le retour salutaire d'une monnaie nationale. Laurent de Boissieu pour la Croix. Les municipales, on en parlait, ça permet d'avoir des élus, de faire un maillage territorial. Est-ce que vous ambitionnez, vous allez me répondre oui, d'avoir des maires, mais est-ce que ça signifie que ce serait un échec pour vous si vous n'aviez aucun maire Front National élu? Oui, on serait déçus, c'est une évidence. Mais Dans des villes de plus de 100 000 habitants, vous pensez à non, je vois pas de... Sauf Marseille. Marseille, c'est jouable. C'est vraiment jouable. Toulon pour Stéphane Ravier.
Peut-être, je ne cite pas que Marseille, voilà, je préviens, parce que sinon je vais oublier des villes de 100 000 habitants, de plus de 100 000 habitants. Avoir des maires, sinon échec. Laurent de Boissieu. Ce que Laurent de Boissieu me demande, les villes où on aura probablement des maires en plus grand nombre, ce seront des villes de taille moyenne, entre 15 et 30 000 habitants. Voilà, parce que c'est là que nous faisons des scores très très élevés pour l'instant, même si ces élections, je l'ai dit, marqueront la reconquête des grandes villes, le début de la reconquête des grandes villes, assez massivement. Et nous aurons surtout, au-delà de ça, des centaines, voire des milliers de conseillers municipaux, dans la majorité ou dans l'opposition, qui seront tous des ambassadeurs bleu marine, qui seront tous, et ce sera très important, la voix du peuple, d'un peuple qui n'est pas représenté aujourd'hui ou très peu dans les assemblées de la République, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il y a des villes que vous estimez à jamais perdues en raison du poids de l'immigration du point de vue électoral? Non. Comme Dreux, par exemple. Non, il n'y a aucune ville à jamais perdue, certainement pas. Parce que les classes qui votaient pour vous, enfin les classes ou les populations qui votaient pour vous, ont quitté tout simplement ces endroits. Mais Est-ce qu'il n'y a pas une sectorisation les populations électorale qui votent pour nous aussi augmentent partout, si vous voulez. Il n'y a pas un déplacement simplement de nos électeurs. Il y a des électeurs qui se sont déplacés et puis il y a des nouveaux électeurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on progresse et qu'on atteint des niveaux historiques. Il y a des compatriotes d'origine étrangère qui déjà massivement votent pour nous. Bien sûr, parce qu'ils ont compris d'ailleurs... À combien l'évaluez-vous ça? Je ne peux pas l'évaluer, mais ils ont compris d'ailleurs eux-mêmes qu'ils étaient souvent les premières victimes d'une immigration massive. Donc vous avez un discours pour une population qui était considérée comme hostile? Mais on n'a pas de discours spécifique pour eux parce qu'on n'est pas communautariste. On n'a pas de discours spécifique pour telle ou telle communauté. On ne parle qu'à la communauté nationale, c'est la seule qu'on reconnaisse. Mais ces gens-là sont des Français qui ont des problèmes comme les autres, qui sont salariés ou pas, qui sont chômeurs ou pas, qui sont propriétaires ou locataires, qui sont jeunes ou vieux, et ils ont des problèmes comme les autres. Et évidemment, ils se déterminent en fonction de caractéristiques politiques, si tant est qu'en plus, je vous l'ai dit, ils ont compris souvent qu'ils étaient les premières victimes de l'immigration massive qui continue au rythme de 200 000 entrées légales par an, que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, et qui sont victimes du communautarisme qui amalgame tout. Parce que plus on laisse la République faiblir face au communautarisme, plus ce sont nos compatriotes d'origine étrangère qui seront victimes des amalgames. Moins on lutte contre l'islamisme, plus ce sont les musulmans en réalité qui sont victimes. Et au sein du FN, tout le monde est d'accord avec, Laurent de Boissieu. Avec cette ligne, c'est-à-dire que on est habitué, pas dans votre bouche à vous, mais vous êtes un récent au FN, d'entendre des gens du FN parler de Français de souche, donc de trier entre les Français, entre guillemets les bons Français et les mauvais Français, les Français de souche et les Français issus de l'immigration. Ça, c'est définitivement fini. Il n'y a plus au sein du FN cette ambiguïté. Il n'y a absolument aucune ambiguïté. Vous avez tous entendu, comme moi, Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National, notre candidate à la présidentielle, dire extrêmement clairement et plusieurs fois que notre seul critère, notamment si on parle de la priorité nationale, c'est la carte d'identité française. Alors je le redis extrêmement clairement, notre seul critère, c'est la carte d'identité française. Il n'y en a pas d'autre. Tous les Français sont des Français et nous ne regardons pas les couleurs de peau, etc. Nous ne sommes pas dans une vision racialiste des choses, ce qui n'est pas le cas forcément de ceux qui sont en face de nous. Le retour du vote des étrangers aux élections municipales, c'est un petit coup de main que vous donne Hollande, comme Mitterrand le faisait autrefois? Ce n'est pas un coup de main à la France, en tout cas. J'espère que ça ne passera pas et on se battra résolument contre cette mesure du droit de vote des étrangers aux élections locales, parce que déjà dans le raisonnement, rien ne s'opposera demain à ce qu'on l'étende au niveau national. Parce qu'on nous dira de la même manière, mais ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils devraient avoir leur mot à dire sur la TVA et sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur des compétences nationales, et donc on leur donnera le droit de vote aux élections présidentielles, législatives, etc. Et puis, nous sommes très attachés au principe du fait qu'il n'y a pas de distinction entre nationalité et citoyenneté. Donc, ça va ensemble. Les Européens votent, vous remettriez en cause le droit de vote des étrangers membres de l'Union européenne? Nous sommes logiques jusqu'au bout. Oui, mais il y a réciprocité. Oui, peu me chaud. Nous remettons en cause le droit de vote aussi pour les étrangers communautaires, comme on dit, c'est-à-dire de l'Union européenne, qui en bénéficient depuis Maastricht. Et je vous renvoie d'ailleurs à la position du Front National à l'époque, je l'ai vérifié, parce que je suis un petit nouveau, comme vous dites, et donc je l'ai écouté sur Internet. Le Front National s'était opposé à l'extension de la nationalité aux étrangers communautaires à l'époque, bien sûr, mais en même temps, il faudra dénoncer non seulement ce projet, il faudra se battre contre lui, il faudra aussi dénoncer l'hypocrisie de l'UMP. Parce qu'ils vont vous dire, non, on est contre le droit de vote des étrangers, bien sûr, ça rapporte des voix, hein, mais en même temps, ils vont nous dire la solution, c'est de leur donner la nationalité française. C'est donc d'accroître les naturalisations, alors qu'il y en a déjà 100 000 par an, aussi bien sous Sarkozy que sous Hollande. Ça, c'est mentir aux Français, ça, c'est détourner quasiment le débat.
Est-ce que vous croyez à un retour de Nicolas Sarkozy qui laisse entendre de plus en plus qu'il pourrait revenir en politique par devoir? Alors par devoir, on comprend que c'est pour faire obstacle au Front National. Par devoir. Le devoir de faire aussi mal à la France qu'il a fait mal à la France pendant des années, aussi bien comme ministre de l'Intérieur que comme président de la République. Quelle indécence de dire ça. S'il avait fait ses preuves sur le chômage, la dette, les déficits, l'insécurité, l'immigration, l'Europe, peut-être qu'il pourrait dire par devoir, mais n'est pas le général de Gaulle qui veut. Je veux dire, Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de mal à la France. Et d'ailleurs, François Hollande continue sa politique, à tel point que l'UMP aujourd'hui ne savent même plus quoi dire. Ils sont d'accord avec tout ce que fait le Parti socialiste. Ceci dit, je pense qu'il ne pourra pas revenir pour répondre à votre question. Pour des raisons d'abord politiques. Les Français n'en voudront pas. Il n'a pas tenu ses promesses et il leur a trop menti. Il leur a fait trop de mal. Et 2, parce que je pense qu'il sera rattrapé par les affaires. Alors, une affaire ou une autre, peut-être se prendra-t-il les pieds dans le tapis, notamment. Alors, on y viendra dans la troisième partie. Je vous propose de marquer notre deuxième pause. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Florian Philippot, vice-président du Front National, pour vous interroger. Cette semaine, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF qui vous pose la première question. Alors, parmi les affaires que vous évoquiez, là, il y a l'affaire Tapie. Pierre Estoupe, l'un des trois arbitres, l'un des trois juges dans l'arbitrage qui a été rendu en faveur de Bernard Tapie, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Est-ce que pour vous, l'arbitrage a pu être rendu sans le feu vert du gouvernement de l'époque et de l'Élysée? Non. Est-ce que c'est... C'est une évidence que la ministre Lagarde n'a pas pu agir et prendre la décision seule. Ou alors c'est très grave, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement majeur dans les institutions, dans le gouvernement. Il est évident qu'elle a au-dessus d'elle un Premier ministre et un Président de la République. Voilà, c'est pour ça que je disais d'ailleurs, avec cette petite formule, mais qui veut tout dire, c'est-à-dire que je pense que cette affaire, si elle va jusqu'au bout, et on verra ce que dit la justice, ne pourra que rattraper Nicolas Sarkozy. Ça ne s'arrêtera pas à Christine Lagarde. Quand on dit bande organisée, c'est intéressant la formule. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une bande. Ouais. Qui est la bande? Il y a une bande. Mais vous savez, moi je trouve que le terme effectivement est très juste. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, la longue histoire, quand l'autorité de l'État s'évapore, quand elle s'effondre, parce qu'on en est là aujourd'hui, un État qui n'a plus la capacité de battre monnaie, de faire respecter ses lois, où il y a des zones de non-droit sur le territoire national et qui n'a plus de frontières, c'est un État qui s'effondre en réalité. Eh bien, la nature a horreur du vide, et c'est vrai aussi en politique. L'autorité légitime de l'État est remplacée par un phénomène de bande, quasiment. C'est-à-dire des gens qui sont là pour essayer d'en prendre un maximum. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Alors je trouve que ce terme, qui est un terme judiciaire, est assez approprié. Romain Masneau, RCF. Est-ce que Bernard Tapie devra rembourser les 400 millions d'euros que l'État lui a donnés? Oui, je crois qu'il a reçu un petit peu moins, parce qu'il y avait mais il a reçu beaucoup. Si on juge que cette procédure d'arbitrage n'était pas correcte et conforme, oui, bien sûr qu'il devra rembourser. Ne serait-ce qu'il devrait déjà commencer tout de suite, sans même se poser de questions, par décence, par moralité, par rembourser les 50 millions d'euros ou 45 millions d'euros de préjudice moral qui lui avaient été accordés au titre du préjudice moral, parce que ça, c'était d'un scandale inouï. Je veux dire, parfois, vous avez des gens qui sont très gravement victimes dans leur chair ou dans leur famille et qui obtiennent de la justice, 30 000, 40 000, 50 000 euros. 50 millions d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, moi je trouve ça absolument révulsant. Je signale d'ailleurs que le Front National et Marine Le Pen avaient écrit dès le 3 septembre 2008 à feu Philippe Séguin, à l'époque premier président de la Cour des comptes, pour émettre des doutes très sérieux sur cette procédure d'arbitrage. Il lui avait répondu d'ailleurs, de manière très courtoise, pour lui dire qu'il allait enquêter. Apparemment, Claude Barthelone a gagné. D'après le rapport Vidalis, le patrimoine des élus ne sera pas publié comme il était prévu de le publier. C'est comme il y a le responsable mais pas coupable, il y a le consultable mais pas publiable, c'est ça? Bon, moi je vais vous dire, soit on faisait tout, soit on faisait rien. Moi, nous n'étions demandeurs de rien. C'est-à-dire, moi, je me moque du patrimoine des élus et des ministres, mais totalement. Ça n'a absolument aucun intérêt. Je suis aussi laïque de ce point de vue-là. Je fais une séparation très claire entre vie privée et vie publique, y compris sur les questions de patrimoine. Qu'un ministre soit riche ou pauvre, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui est plus intéressant, c'est l'enrichissement, par contre, au cours du mandat. Ça peut être intéressant, mais ça, c'est la question plutôt des revenus. Par contre, si on le fait,
Et notamment quand on a publié le patrimoine des ministres. Vous vous souvenez, hein, dans la panique, un soir, on a publié le patrimoine des ministres. Si on le fait bien. Et on ne se moque pas des Français. C'est-à-dire Parce que je n'ai pas été convaincu, je vous le dis, par le patrimoine de certains ministres qui était inférieur à la moyenne des Français. Après une vie de parlementaire, de ministre, soit ils sont très 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 mauvais gestionnaires de leur propre patrimoine, et c'est inquiétant pour la France. Gestionnaire. Ou trop bons gestionnaires, mais dans un sens inquiétant pour les pratiques républicaines. Trop bons dissimulateurs, vous voulez dire. Voilà, mais soit on le fait, soit on ne le fait pas. Je suis partisan qu'on ne le fasse pas, mais qu'on prenne d'autres mesures sur la morale publique, et surtout qu'on change les hommes, parce que la vraie solution, elle est politique, elle n'est pas du point de vue, elle n'est pas administrative. Soit si on le fait bien, on le fait totalement, et on le fait honnêtement, et c'est vérifié. Il faut que ce soit vérifié par une instance indépendante. Un élu condamné doit-il pouvoir se représenter, ce qui doit être Laurent Boissieu. inéligible? Une personne condamnée pour une affaire judiciaire doit-il devenir inéligible? La question n'a pas énormément de sens parce que vous pouvez être condamné, ça dépend sur quel chef d'inculpation, quelle condamnation. Si vous avez mis la main dans le pot à confiture. Non, mais je veux dire, il y a peut-être des choses très graves, détournement d'argent, qui méritent peut-être même l'inéligibilité à vie. Il y a des mesures d'inéligibilité déjà prévues aujourd'hui dans la loi, il faut les respecter. Oui, je pense qu'il faut regarder au cas par cas, je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. Le cas d'Alain Juppé, par exemple, qui a été condamné et qui a retrouvé une carrière politique, oui. Est-ce que vous auriez été favorable à ce que la justice fût plus dure? Louis Dauphren. Je ne me mets pas à la place de la justice parce que je ne connais pas bien son dossier, il a été condamné, il a purgé sa peine. Ça n'empêche pas, les condamnations n'empêchent pas en fait de poursuivre aujourd'hui des carrières politiques la plupart du temps. Oui, mais ça, après, c'est la responsabilité de l'électeur. Et après, si l'électeur ne veut plus de ces gens-là, il a aussi le droit de le dire en votant, ou en ne votant pas pour cette personne. Ça, c'est la responsabilité au final de l'électeur. Tout ne peut pas dépendre du juge en démocratie. Il y a aussi la responsabilité très importante de l'électeur qui non seulement doit aller voter, il y a trop d'abstention aujourd'hui en France, et qui doit aussi voter sur des projets, mais aussi sur des hommes et des femmes. La politique s'incarne. Romain Mazneau, RCF. Le rapport Moreau sur la réforme des retraites sera remis la semaine prochaine au gouvernement. Il va probablement présenter différentes pistes de réforme et tout le monde devrait être appelé à faire des efforts. Les retraités dont la pension sera désindexée de l'inflation, les fonctionnaires. Est-ce que sur le principe, tout le monde doit participer à cet effort national? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait au début de l'émission. Je conteste formellement la philosophie et l'orientation politique qui préside aux préconisations du rapport Moreau et à tout ce qui est fait en réalité, parce que c'est une continuité de ce qui est fait, le rapport Moreau, depuis des années et des années. Sous l'impulsion de Bruxelles, on est dans une politique simplement de gestion de la pénurie et donc on fait de l'austérité. On bouche les trous et donc tout le monde, c'est pas simplement contribuer là. Il ne faut pas revoir le mode de non mais c'est pas contribuer là. Au bout d'un moment, ce sont des attaques très dures contre des personnes qui ne gagnent pas grand-chose déjà généralement. Je veux dire, on est en train d'organiser une guerre des petits contre les petits. Donc les fonctionnaires, on touche rien. Nous sommes concernant les retraites favorables à ce qu'on reste sur les 6 derniers mois pour le calcul de la pension des fonctionnaires parce qu'on sait qu'il faut faire attention parce que les primes ne rentrent pas en compte par exemple dans le calcul de leur pension, donc on ne peut pas comparer au privé et ça représente en moyenne 20% de leur revenu. Et pour le privé de revenir du principe des 25 meilleures années au principe des 10 meilleures années. C'est notre proposition dans un souci de justice. Et là, on creuse un peu plus le trou. Là. Mais non, parce que, encore une fois, de toute façon, ils n'ont pas de solution dans leur modèle actuel pour régler le problème des déficits. Ça fait depuis 1993 et Balladur qu'on fait des réformes sur les retraites, toujours dans la même direction, droite et gauche confondues. Florian Philippot, il faut relancer la machine, il n'y a pas d'autre solution. J'entends bien ce que vous dites sur la crise et il faut relancer la machine. Il y a donc des mesures à prendre. Sauf qu'en matière de retraite, ça ne s'applique pas tout à fait, si vous me le permettez, parce que là, il y a un aspect tout à fait démographique qui n'a rien à voir avec la crise économique. C'est-à-dire que même si on avait 3% de croissance, il y aura de plus en plus de retraités dans les années qui viennent. Oui, enfin, je connais ces histoires de ratio entre actifs et retraités, sauf qu'on oublie toujours une chose fondamentale, c'est que la productivité des actifs a considérablement augmenté. Un actif aujourd'hui produit beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc on ne peut pas comparer. C'est-à-dire ça n'est pas comparable. Et encore une fois, dès que vous relancerez la croissance et l'emploi, vous n'aurez plus de problème des retraites. C'est donc s'enfermer dans le triangle des Bermudes du MEDEF ou de l'Union européenne appliqué par l'UMPLPS, c'est-à-dire soit on baisse les retraites, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la durée de cotisation, et c'est toujours un des trois ou les trois en même temps qui sont appliqués. Eh bien, on ne s'en sortira pas et on ira. Hollande l'a déjà annoncé dans sa conférence de presse. Il a dit oui, on fera une réforme des retraites,
Peut-être en faudra-t-il une suivante. Mais oui, mais il y en aura une en 2017, 2022, et ce sera de pire en pire. Et on va arriver à une situation où des gens gagneront 400 ou 500 euros par mois dans une situation de dénuement insupportable. Ce n'est pas ce que je veux pour mon pays qui compte déjà 5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Je veux qu'on relance la machine. Ça suppose de changer de modèle économique totalement et ça suppose de couper les liens avec l'anesthésie bruxelloise, parce que Bruxelles nous coupe de la croissance mondiale. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous toucheriez aux régimes spéciaux? Juste, Il y a déjà eu des réformes de fait. Nous sommes pour l'égalité, pour les 40 ans pour tout le monde, si vous voulez. Les 40 ans pour tous, sur les cotisations qui ouvrent droit aux retraites à taux plein, dans les mêmes conditions pour tout le monde, effectivement. La Commission a sévèrement rappelé la France à l'ordre récemment, et notamment sur le sujet des retraites. Il y avait les taxis, il y avait plein de choses. Comment vous ressentez ce qui a provoqué d'ailleurs une réaction très vive du gouvernement et de l'Élysée? Comment vous ressentez cette affaire-là? Il y avait les pensions, il fallait augmenter la TVA, il faut augmenter la TVA, mais ce sera fait. Dès 2014, elle augmente encore. Il y avait plein de choses. Il y avait les privatisations du gaz, de l'électricité, du train qu'on nous demande. Bon. Que la Commission se mêle de ces affaires, première chose. Et nous sommes, vous le savez, favorables à un référendum sur l'Union européenne d'ici 2014 pour savoir si on doit rester ou pas dans cette structure qui nous coupe de la croissance mondiale, qui ne nous protège pas des maux externes et qui, en plus, n'a tenu aucune de ses promesses. Il y a une zone dans le monde aujourd'hui qui est en récession, c'est la zone euro. Et qui surtout a détruit la démocratie. Parce que c'est ça le problème qu'on voit dans les oukases de Bruxelles et le grand oral de François Hollande devant les commissaires, qui était fier comme tout d'y aller d'ailleurs. C'est assez inquiétant, on imagine le général de Gaulle. Non, on n'imagine pas justement, parce que c'est inimaginable. On voit bien que nous n'avons plus de président de la République, que ce soit Sarkozy ou Hollande, nous avons des porte-parole de la Commission de Bruxelles. Parce que Hollande a eu beau jeu de s'indigner, de jouer les durs, comme le Sarkozy savait si bien le faire devant les caméras de télévision, mais dans les faits, il applique mot pour mot ce que Bruxelles lui demande et il le sait très bien. Et le rapport Moreau, ça n'est qu'un miroir des exigences de Bruxelles. Ça a été accepté, peut-être pas par les Français en 2005, mais ça a été accepté par le gouvernement successif, le fait que la Commission européenne ait le rôle qu'elle joue. Laurent Boissieu. Exactement, de manière non démocratique, donc non légitime. Les Français avaient dit non à 55% en 2005 par référendum. En 2008, par le Parlement, on est revenu main dans la main, députés de toutes tendances confondues sont revenus sur le vote des Français et on ne demande plus jamais aux Français leur avis. Pourquoi on n'a pas fait de référendum sur le dernier traité budgétaire européen qui livre notre souveraineté budgétaire à des gens non élus? Pourquoi on n'a pas fait de référendum? C'est scandaleux, il fallait faire un référendum. Vous voyez c'est ça le... Donc vous sortez de l'euro, vous sortez de l'Europe? Non. On organise un référendum. C'est pas sortir seul de l'euro comme ça, c'est organiser la dissolution de la zone euro. Parce que ça ne marche pas, ça ne tient aucune de ses promesses. On se remet dans le coup. On se remet dans le concert des nations. On sort de l'isolement de l'Union européenne parce que l'Union européenne nous a isolés. Elle s'est isolée. Elle nous a coupés du reste du monde. Eh bien, il faut revenir dans le jeu, il faut revenir dans le concert des nations, revenir dans la croissance mondiale. Ça suppose de faire qu'on ne soit plus les dindons de la farce. Nous, on doit pouvoir faire du protectionnisme intelligent. On ne va pas attendre que Bruxelles le fasse, parce que Bruxelles ne le fera jamais, ce n'est pas dans ses gènes, et parce que... sur les panneaux photovoltaïques, oui, ils le font. Ah oui, on peut en parler. Ils le font après 1 an et demi de réflexion, donc entre-temps, il y a 60 usines qui ont disparu. Ils le font très mollement, 11%, puis éventuellement 47%, pour 6 mois maximum, alors que les États-Unis l'ont fait depuis 1 an et demi jusqu'à 250%. Et ils le font que sur les panneaux solaires, alors que c'est une goutte d'eau dans l'océan de la désindustrialisation. Si on avait pu le faire au niveau national, tout de suite, de manière démocratique, on l'aurait fait plus vite, plus fort, plus efficace et plus performant. Il nous reste 2 minutes. Laurent de Boissieu. Vous ambitionnez d'être le premier parti aux élections européennes. Tous les partis en France ont des liens avec les autres partis internationaux et européens. Vous parliez tout à l'heure sur la cohérence du programme du FN. Où est la cohérence lorsqu'une partie du FN est liée avec certains partis? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch sont membres de l'Alliance européenne des mouvements nationaux, et Marine Le Pen, elle, est vice-présidente de l'Alliance européenne pour la liberté. Donc, comment vous pouvez partir à la bataille ensemble alors que vous êtes avec des liens internationaux, des liens européens différents? Où est la cohérence du FN? Et est-ce qu'il ne faudra pas un jour trancher entre deux lignes au FN, celle qui est la ligne du ancien FN d'extrême droite créée en 1972 et celle que vous incarnez d'un nouveau FN de rassemblement des patriotes? Les élections européennes de 2014 seront le moment, justement, concernant ces alliances qui sont assez anecdotiques parce que ça n'a aucun impact sur le projet de nos partis respectifs. Mais ça en dit long sur le non, mais 2014 des uns et des autres sur le plan idéologique. Je pense qu'après 2014, de toute façon, ces groupes n'existeront plus sous cette forme-là. Donc le choix, il se fera de toute façon très naturellement. Je vois, par exemple, au Royaume-Uni, un parti qui s'appelle le UKIP, qui
qui est à 30% d'intention de vote dans les sondages aujourd'hui. Qui est plus proche actuellement de Nicolas Dupont-Aignan que de vous. Quand il va voir les sondages de Dupont-Aignan à 1%, je pense qu'il va comprendre que c'est un... Non, il n'est même pas allé à son rassemblement, d'ailleurs, contrairement à ce que Dupont-Aignan avait affirmé. Farage n'y est pas allé, Farage étant le chef du UKIP, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un parti très proche du Front National. Nous avons des relations avec eux. Il est contre l'immigration massive et il est pour la souveraineté nationale, comme nous. Eh bien, ce sont des alliés naturels et partout en Europe, on voit un éveil des consciences nationales. Ça, c'est très important. Oui, pour construire une Europe des peuples libres, une Europe des nations libres qui coopérera sur des grands projets beaucoup plus efficaces et utiles que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire plus rien si ce n'est détruire l'économie et le social. Sauf que Marine Le Pen risque de voir son immunité levée par le Parlement européen parce qu'elle avait assimilé les prières de rue à une occupation, si je me souviens bien. Pour avoir dit la vérité, c'est-à-dire qu'il y a en France des prières de rue illégales, contraires à la laïcité républicaine, elles seraient effectivement poursuivies. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça en dit long sur l'état de délabrement du débat public français. Quelles pourraient être les conséquences de cette levée de l'immunité? Je ne sais pas si l'immunité est levée, elle le sera probablement, parce que le Parlement européen se déshonore régulièrement, donc il pourra le faire une nouvelle fois. Ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée, hein. Ensuite, il y aura éventuellement un procès, et je suis confiant, je fais confiance à la justice française quand même, pour laisser dire un responsable politique de premier plan simplement une vérité, pour interpeller les Français sur ce sujet-là. D'ailleurs, ils l'ont soutenu massivement dans les sondages, contrairement à l'élite politique qui s'est indignée tout de suite de ce qu'avait dit Marine Le Pen sur les prières de rue, et pour ensuite surtout proposer des solutions pour en sortir, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces prières de rue, parce que ça continue, et pour respecter la laïcité. Est-ce que vous serez... Alors, une ultime question. Est-ce que vous serez candidat à l'élection européenne, sachant qu'il y a 3 sortants, Nord-Ouest Marine Le Pen, Sud-Est Jean-Marie Le Pen, Est Bruno Gollnisch, vous êtes implanté dans l'Est, est-ce que vous serez candidat à la place de Bruno Gollnisch, et que fera-t-il s'il n'est pas candidat? Je serai candidat aux européennes, bien sûr. Je dirai tout cela très prochainement, plus précisément. Je serai aussi candidat au municipal. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, qui était l'invité de Face aux Chrétiens cette semaine sur KTO en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de tous nos partenaires. Et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain.